Merci beaucoup. Voilà, je m'appelle Mickaël Sahama, je suis chirurgien oral à Paris, qualifié en stomatologie également. À peu près la même chose en fait, peu importe. Avant de commencer, je voudrais remercier Benjamin, qui est un ami de longue date, qui m'a fait confiance il y a très longtemps et qui est vraiment devenu un ami. Je voudrais remercier également la SOP pour cette invitation, pour cette tribune, c'est une vraie chance. Deuxième petit laïus, je vous demande de... Je vais vous présenter quelque chose. On va sortir parfois du champ d'application, même très souvent de l'omnipratique. Je vais essayer d'être dans la base générale de l'omnipratique, mais des fois vous allez dire wow, il m'a présenté des choses qui sont un peu difficiles. Enfin, je ne me vois pas faire ça. L'idée aussi de cette conférence, c'est de vous montrer, de vous informer de ce qui est possible également pour prendre en charge au mieux nos patients. Alors, la chirurgie guidée, dans ma discipline, eh bien, ça s'intéresse également à tous les sous-domaines de la chirurgie orale et maxillofaciale. Donc, on va voir comment on peut l'appliquer en chirurgie orale. Ça va être tout ce qui va être résection apicale. Je ne vais pas parler de tout ce qui va être guide d'élongation coronaire, parce que je pense que vous aurez une magnifique conférence tout à l'heure par Mathilde. Je vais vous parler aussi en chirurgie préimplantaire, dans les sinus types, dans les prélèvements osseux. En chirurgie implantaire, on a vu une magnifique conférence d'Ahmed et Fred tout à l'heure. On va discrètement mettre un petit mot sur la chirurgie orthodontique et je ne parlerai pas de la chirurgie oncologique. L'intérêt, c'est une aide au diagnostic. Ça va être une aide également à l'éducation du patient, des étudiants, parce que moi j'étais en charge de 2 DU à la Sorbonne, à la Pitié, de chirurgie implantaire et de chirurgie préimplantaire, et je me suis souvent rendu compte que à la fois les étudiants ne comprenaient pas ce qu'on allait faire et le geste qu'on allait faire, parce qu'il était trop technique pour eux, en tout cas ils fantasmaient sur une éventuelle difficulté, et c'était intéressant. Et puis pour les patients, pour leur faire comprendre, voilà, vous avez ça, et finalement, avec un modèle, par exemple, imprimé en 3D, on peut transmettre de l'information et dire, vous voyez, votre os, il est ici, et la dent, elle est ici. Et donc, il manque la taille de mon pouce. Et visuellement, il comprend. Il comprend pourquoi on va l'engager dans une thérapeutique de reconstruction, ou pas, pourquoi il y aura de la fausse gencive, ou pas. On peut également, grâce à ces guides, faire de la simulation chirurgicale. On va pouvoir simuler l'acte, un peu comme ce que nous a montré Daniel, c'est-à-dire simuler des mouvements en orthodontie, mais on peut également les simuler en chirurgie. Ça va être un bon support également si on a besoin de conformer des plaques avant un petit geste ou avoir une grosse chirurgie. Ça peut être intéressant, comme ça on s'est affranchi des guides que certaines sociétés peuvent nous vendre ou des grilles qu'on peut nous vendre, des grilles de régénération osseuse. Donc ça va être aussi intéressant. Et puis, il y a une amélioration et une diminution nette de la morbidité du geste s'il est prévisualisé avant. Alors voilà, c'est un numéro qui vient de sortir, là, 2023, c'est sorti en mai. C'est l'utilisation d'un guide de coupe pour aller chercher, par exemple, une lésion inflammatoire. Dans cet article que je vous ai remis, d'où la qualité des images, voilà, on a une lésion ostéocondensante au niveau mandibulaire qui est symptomatique. On n'a pas d'étiologie. Est-ce que c'est a priori, je pense que c'est plutôt un sémantoblastome, une image un petit peu comme ça en rayon de roue. Et si on fait l'anamnèse un petit peu radiologique de cette clinique, eh bien, on a une position donc, qui est distale, qui est donc difficile d'accès sur le plan chirurgical. On a une lésion qui est ostéocondensante, ostéolytique, on ne peut pas trop laisser comme ça. Et puis on a un obstacle anatomique, c'est le nerf alvéolaire inférieur. La réalité, c'est qu'en y allant à la mano levado, à main levée, on va faire notre lambeau et puis on va aller commencer à fraisouiller et puis c'est pas si facile que ça d'aller retrouver exactement l'endroit. Alors certes, c'est sous la dent, mais notre lambeau il commence là et puis là, ça fait loin quand même dans l'histoire. Pour descendre avec notre fraise à l'aveugle, au fond, ça saigne, avec l'assistante qui fait un malaise, le truc, vous voyez quoi. Au départ, on voulait rendre service parce que c'était la sœur d'un copain, et puis tu t'es retrouvé dans des histoires pas possibles. Enfin, donc voilà, donc, les risques quand même, c'est de faire la fenêtre au mauvais endroit, et puis continuer de dire « Ah, non, c'est à côté ». Le risque également, c'est la lésion radiculaire, de faire une fenêtre au mauvais endroit, de croire qu'on y est, de commencer à couper et d'aller couper la racine. Et puis, celui qu'on redoute le plus, c'est le risque neurosensoriel, finalement, d'avoir une hypoesthésie ou une anesthésie en post-opératoire. Alors voilà, ici, donc avec nos CVCT, on peut repérer déjà le nerf. C'est déjà un bon guide et une bonne éducation du patient. En disant, vous voyez, ça, ce que j'ai colorié en rouge, c'est le nerf. Ça, c'est votre truc. Ah, c'est à côté, docteur.
Oui, c'est vrai, mais 1 ou 2 millimètres pour moi, c'est un Paris-Deauville. Pas 14 heures, mais parce que Benjamin a fait un Paris-Deauville en vélo quand même, c'est assez impressionnant. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même proche, mais ça va. Donc ici, on va utiliser un guide de coupe qui va finalement simuler la découpe. Ce guide de coupe, eh ben, il va venir se clipper sur les dents. L'image est pas de très bonne qualité et va permettre de faire une fenêtre d'accès. Donc voilà comment ça va se passer. Le guide est appuyé occlusal et on en reverra d'autres personnels pour aller chercher. Et puis, vous voyez, on a une découpe qui est très très précise et puis on va pouvoir, les auteurs ont rapporté le fait d'aller pouvoir sortir la petite lésion et de pouvoir faire une analyse sans avoir trop de risques neurosensoriels et puis d'avoir une chirurgie la plus minimalement invasive, puisque le minimalement invasif aujourd'hui, c'est ce qui revient. Voilà un autre cas d'un ami, Dr Olivier Boujna, une lésion inflammatoire apicodentaire avec un là tu me dis si je dis des bêtises, avec un tenon très important qui entraînerait une fracture de la dent lors de la dépose et il y a une petite fistule, enfin ça vient, ça repart. Là aujourd'hui c'était pas extériorisé, donc on a proposé de faire un guide comme un guide implantaire, un guide de résection apicale. Alors comment ça va se passer? Donc on a la lésion inflammatoire, au niveau anatomique, donc la lésion inflammatoire pas trop de soucis, mais on a quand même le sinus maxillaire qui est juste à côté. Ce serait dommage de faire un abord et d'avoir une communication bucco-sinusienne. En tout cas, ça pourrait rendre les choses un peu plus compliquées derrière. Donc on va reprendre un guide comme un guide d'implantologie, mais au lieu de mettre la douille pour mettre l'implant, on va mettre la douille sur le côté pour aller faire notre fenêtre. L'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir une fenêtre avec une butée qui va s'arrêter exactement là où on va vouloir le mettre. On est sur un guide à appui dentaire, donc on a vu tout à l'heure avec le docteur Rabier et Chamier que les guides à appui dentaire, ce sont ceux qui sont les plus précis. On va avoir une parfaite adaptation. Je vous conseille quand même, si un jour vous voulez vous lancer dans ça, de positionner le guide et de faire l'anesthésie à travers le guide, parce que ça peut un peu décoller le guide, le fait d'avoir fait l'anesthésie avant, et donc on aura un guide qui ne sera pas très adapté. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir forer à travers pour aller faire la résection apicale. On va bien sûr faire un petit lambeau pour vérifier qu'on est au bon endroit, cureter, laver, faire l'obturation rétro si c'est nécessaire. De cette lésion. Ça évitera évidemment de lever un énorme lambeau, on sera directement au bon endroit et on pourra faire la résection apicale. En résumé, donc, ces petits guides, c'est assez simple d'utilisation. Ça permet quand même d'aborder des gestes qui sont quand même assez complexes avec des lésions anatomiques qui peuvent être potentiellement entre guillemets graves. La chirurgie, elle est entre guillemets simple, elle est rapide en tout cas, et elle est sécurisée, elle est minimalement invasive. Le guide, il est facile à déposer si on doit repartir en conventionnel, et ça c'est important, c'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Daniel, c'est que il faut savoir faire de l'orthodontie pour faire de l'orthodontie par aligneur. En tout cas, il faut connaître les grands principes. Là aussi, il faut connaître les principes de la chirurgie pour pouvoir aborder ce genre de chirurgie, parce qu'il suffit que le guide, je ne sais pas pourquoi, il se casse pendant l'intervention. Combien de fois c'est arrivé, ça tu poses le guide, il casse et il dit on repart en conventionnel. Donc ça c'est important, surtout qu'on n'a pas fait les choses plein de fois. La première fois qu'on va le faire, on est comme ça et on pose le guide et puis il tombe par terre et puis il casse. Donc la précision du geste, la diminution de la morbidité également, et bien sûr diminution du risque anatomique, ici la communication bucco-sinusienne. Donc ça c'est déjà un premier début de ce qu'on peut faire, un peu gadget quand même, mais pourquoi pas l'utiliser. Ça peut avoir un intérêt. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. On m'avait adressé cette dent de sagesse incluse, c'était Stéphane Millet, je crois qu'il m'avait adressé ce patient, qui est en péricoronarite, et j'ai toujours des correspondants très sympas. Ils pensent à moi, dans des trucs, tu regardes là, il y a un Dieu, tu fais, je ne suis pas le bon Dieu. Donc, ok. Donc là, c'est important parce que ces dents de sagesse, on a vite compris tous les risques anatomiques qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a la dent de sagesse qui est proche du nerf, donc on a un risque neurosensoriel. Et puis, une fois qu'on l'a enlevé, il ne va pas rester beaucoup d'os. Donc, il y a quand même un gros risque de fracture. J'aime bien la rétroalvéolaire, comme ça, le patient il vient avec juste la rétroalvéolaire. Il dit j'ai ma dent de sagesse qui est comme ça. On va quand même faire une panoramique pour voir, et puis on va rapidement aller au cone BIM. Donc, le panoramique, on imagine que quand on va enlever, ça va faire crack. Et si ça ne fait pas crack tout de suite, ça fera crack demain ou dans un mois. Je me rappelle d'un patient que j'avais opéré qui venait de Corse. J'avais fait une petite ostéotomie segmentaire à visée préimplantaire. Le correspondant était là. Ça a roulé, photo, Insta, tout ce qu'on voulait. Et puis, à 6 semaines, le patient dit « Ah, je jouais au squat, j'ai entendu crack. Et du coup, j'ai mal. »
quand c'est fin au niveau de la mâchoire, ça peut casser, mais pas tout de suite. Il y a de l'inflammation qui va se créer, et puis le patient il va revenir et dire « j'ai mal, j'ai mal ». Et puis, on dit « oui, mais en même temps, vous aviez une grosse dent de sagesse, ça faisait mal, il y avait un kyste ». Et on n'a pas toujours la présence d'esprit de dire « bon, je vais faire une radio ». Et le patient, oui, vous faites une alvéolite, ça peut arriver, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, là, donc on fait le cone beam, et puis ça confirme, hein, il n'y a pas possibilité de passer sur le côté, qu'on a un nerf qui est très bas, et puis on a un nerf qui passe entre les racines en mode moonwalk des dents. Donc là, tu dis, bon, bah, maintenant qu'il est là, lui... Donc, c'était quand même en 2017, donc c'est un vieux cas. Le risque, c'est la fracture de la mandibule. Et le risque, bien sûr, du nerf alvéolaire. Et vous l'avez vu, elle sort quand même plutôt côté lingual que vestibulaire, histoire de tout avoir, quoi. En expertise, ce sera... Donc, comment on peut faire? Alors, il faut savoir quand même que les fractures de la mandibule, c'est par ordre de fréquence, on va dire de la région angulomandibulaire. Alors, c'est étiqueté la deuxième, mais en fait, c'est la première, parce que si vous comptez la branche horizontale et l'angle de la mandibule, ça fait quand même 41%, et le condyle, 36%. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu 2 patients en tout cas, on m'a demandé les avis par texto, parce que maintenant, on ne demande plus les avis avec des courriers, on demande des avis par texto. Dent de sagesse, truc cassé, il me dit, je fais quoi? Je dis, voilà, faut aller aux urgences, mon grand. Donc voilà, le but c'est d'anticiper pour pas que ça arrive ou de connaître l'information. Donc là, on va imprimer cette mandibule en 3D et ça va faire comprendre au patient pourquoi je vais l'opérer, pourquoi je vais mettre une plaque parce qu'il va peut-être casser, même s'il a bien compris, mais je vais lui faire réaliser, je vais l'éduquer et pourquoi il doit manger mou et pourquoi il doit faire attention. Donc l'idée, c'est qu'avec n'importe quelle imprimante 3D, une Formlab, pourquoi pas, à partir du fichier DICOM, on va exporter donc en STL et puis on va fabriquer un modèle. J'ai vu que tous mes collègues sont très geeks. Moi, très simple, hein, cone beam, envoyé au labo, imprime. Déjà, c'est un grand moment pour moi. Tu vois, j'ai réussi à faire le WeTransfer, je suis ouf. Donc voilà, j'ai ce modèle-là. Et puis je le présente au patient, vous voyez, votre dent de sagesse est ici, donc ça va être un peu compliqué. Je vais conformer une plaque, donc voilà, ça c'était 2017, hein, pas encore, voilà, j'étais pas encore forcément au fait, et puis le patient, il n'y avait pas beaucoup de sous pour pouvoir faire du guidé, du full guidé que je vais vous montrer après, parce que ça coûte pas très cher, ça coûte 2 € à imprimer, et la plaque, vous en avez, ceux qui font de la chirurgie très avancée, encore une fois, on conforme la plaque et on la met. Donc l'idée, c'est de pouvoir éviter l'obstacle anatomique et d'enlever la dent de sagesse. Donc je vous passe les détails chirurgicaux, on va ouvrir, on va poser la plaque, préforer. Pour pouvoir préforer, on passe par ce qu'on appelle un transjugal, c'est un tout petit trou ici et on voit nos instruments à travers la bouche. Je vous montrerai d'autres photos. Et donc vraiment, le patient, il a un point de suture ici et après les points de suture dans la bouche. On va préformer, ensuite on va poser la plaque et ensuite on enlève la dent de sagesse. Donc on a enlevé la dent de sagesse et regardez, il y a eu une fracture de la partie linguale au niveau de l'épine de Spix et vous voyez que ça se matche parfaitement avec notre modèle. C'est-à-dire vraiment on a une super homothétie entre la réalité et le virtuel, enfin et l'imprimé en tout cas. Et voilà, on a réussi notre chirurgie et notre plaque, elle est positionnée basse par rapport au nerf qui était, elle est haute par rapport au nerf qui était bas et on est à distance des racines. Donc en conclusion, c'est une chirurgie qui est, c'est de l'ambulatoire sous anesthésie générale. C'est des suites qui sont assez simples et c'est pas très coûteux pour le patient. Maintenant, on peut passer à l'étape supérieure. Donc oui, parce qu'il y a toujours les lois des séries, c'est-à-dire qu'il y a toujours pire. Mais vous avez déjà vu un patient comme ça? J'ai vu l'autre. Et puis l'autre, il arrive. Donc là, elle vient en cellulite. À mon avis, c'est plutôt ça qui va pas bien. Et puis il y a ça. Donc on refroidit. Et puis voilà. Là, on voit bien que quand elle touche la dent de sagesse, c'est vraiment très très bas. Et je vais utiliser Materialize. Je vais leur envoyer les DICOM. Et à Materialize, je vais dire, faites-moi une plaque sur mesure pour rendre le geste encore plus simple. Et que ça coûte quand même 1 200 € la simulation et la plaque sur mesure. Bon, après, c'est à mettre en rapport avec plein de choses, le coût de la prise en charge et tout ça. Je ne parle pas de mes honoraires, je parle du coût que ça coûte au patient, cette plaque-là. Donc voilà, donc on va positionner cette plaque et on va partir au bloc. On voit qu'il y a 2 lésions inflammatoires. Sincèrement, là, je ne vais pas faire dans l'économie tissulaire parce que c'est déjà très grave ce qui lui arrive. Il
faut qu'on règle le problème médical et on verra pour plus tard pour la réhabilitation. Peut-être qu'on aurait pu reprendre les endos. Elle a quand même fait une cellulite. Voilà, là, on l'endort. Et si je mets une plaque et qu'elle refait une cellulite sur la plaque... Donc, le nerf est ici. Donc, une voie d'abord assez large, là, pour le coup. Et on va positionner notre plaque qu'on va venir fixer avant d'enlever les dents. Ensuite, on va enlever les dents. Donc, ça fait quand même un gros hiatus. Hein, ces dents-là ont disparu. Et puis, regardez la position de la dent de sagesse. Regardez qu'elle est ankylosée. En plus, cette dent de sagesse, hein, elle est carriée dans l'os. Comment c'est possible ? Eh bien, ça, c'est un des signes pathognomoniques quand même de l'ankylose. C'est-à-dire qu'on a une dent qui est fusionnée à l'os. Et regardez le délabrement osseux que ça va faire. Il n'y a plus de partie corticale vestibulaire. Et ce n'est pas ma fraise qui a tourné autour. Hein. C'est qu'il y avait d'abord les dents, il faut comprendre. La 7, la 6. Et puis ensuite, on va aller chercher celle qui est en dessous. Et regardez, il n'y a plus de corticale là. Il reste une fine corticale linguale. Donc, il n'y avait pas le choix chez cette patiente. Voilà les dents, voilà la cicatrice. Et voilà la plaque. Au-delà de l'œdème, pas de suite post-opératoire dramatique, pas d'hypoesthésie, on est à J7, on enlève le petit point. C'est bien, on est content, franchement, très bon résultat. Mais finalement, ma plaque, je me suis rendu compte qu'elle avait 2 positions. Je pouvais la mettre comme ça, comme ça. Donc on a fait un peu plus fort. On s'est dit, on va faire un guide de forage qui va bien s'ancrer sur des reliefs osseux, sur des contre-dépouilles osseuses, qui va permettre de préforer pour mettre en place la plaque. Oui, je sais que j'ai des consultations bizarres. Donc voilà, là on a 2 dents de sagesse. Imaginez qu'une fois que vous les avez enlevées, le nerf est ici, le nerf fait 2-3 mm. Enlevez le nerf puisque c'est quelque chose de mou, qui n'a aucune force mécanique. On tient sur ça. Hein. Tout ce que je fais, je le fais par expérience. C'est qu'au départ, je les ai opérés et ils ont cassé. Hein. D'accord ? Je me suis dit, plus jamais. Donc voilà comment ça se passe. Donc moi j'ai envoyé le DICOM. Oui, ça fonctionne. Donc voilà, j'envoie à Materialize et Materialize c'est des ingénieurs. Ils vont dire voilà ta mandibule, voilà ton nerf, voilà tes dents. Je dis ouf, ok. De l'autre côté aussi la prémolaire, on va s'en occuper. Et ils vont me proposer un positionnement du guide et moi je vais devoir valider la conception de ce guide en disant oui là je peux passer par la bouche, là je peux passer par le petit trou, si vous me la mettez là je peux rien faire, c'est trop dangereux. Donc on va pouvoir discuter et je vais pouvoir manipuler un petit peu tous ces éléments anatomiques, positionner ma plaque, positionner mes vis de préforage, voir un peu comment ça donne. Ah, vous ne pouvez pas me la mettre en plus en antérieur? Ah bah non parce qu'on a calculé avec les forces que ça peut casser. Ah d'accord, ok. Donc guide de coupe. Ce guide de coupe, il va être fixé par 2 vis, là, qui viennent d'être matérialisées en gris. Et ensuite, le préforage partout. Là, vous avez 6 petits trous. Et voilà, on va les mettre là tout de suite. Hop, juste en dessous. Voilà. Donc là, j'ai mes pré-trous qui sont faits. Donc normalement, ma plaque doit venir juste après. Et ensuite, je pourrais m'occuper d'enlever les dents. L'idée, c'est de réparer la fracture avant qu'elle arrive. Ensuite, on vérifie que nos petites vis, eh bien, elles ne rentrent pas en collision avec des racines, avec le nerf. Et bien sûr, ils vont me dire, là, vous prenez une vis de 5 mm, de 4 mm, de 6 mm. Et là, vous avez un ancrage de densité D4, de D1. Donc, j'ai beaucoup d'informations. Je ne suis plus du tout en mode, allez, je ferme les yeux, tomato à papa, je vais tout péter, on verra si ça tient. L'idée, quand même, maintenant, quand même en 2023, on peut essayer. Je parle très naturellement et je vous assure, même avec mes patients, on ne va pas se cacher. C'est quand même, il faut qu'on arrive à faire quelque chose d'élégant. J'ai entendu à Nantes lors du dernier congrès qu'à Paris, on n'était pas élégant sur nos chirurgies. Donc, bon, il faut qu'on fasse des choses élégantes. Bon, ok. Donc, on va ouvrir, on tombe sur un ramus classique. Et voilà, on va positionner. Donc là, on n'est que par voie endobuccale. On va glisser ce guide. Ça nécessite quand même des grands décollements. On va positionner ce guide. Une fois qu'on voit qu'il ne bouge plus avec notre petite pince, on va venir par voie transjugale. Donc, on a une espèce d'écarteur de dautré qui est troué et on va passer à travers. On va pouvoir visser par voie endobuccale ici et derrière par voie exobuccale, par voie faciale en fait, puisqu'il n'y a pas que de la bouche sur le visage. Et on va pouvoir mettre en place nos petites vis. Et ensuite, on va commencer notre chirurgie. Alors, j'avoue qu'une fois que j'ai fait la chirurgie, je me suis dit, ouais, c'est vrai que la plaque n'était pas indispensable au vu de la résection. Mais quand même, cette plaque m'a bien guidé parce que finalement, j'y serais peut-être allé en fraisant la corticale vestibulaire, j'aurais peut-être mis un petit coup, vous savez, le petit coup d'élévateur, vous entendez paf, et vous croyez que c'est la dent, on fait ouh. Donc voilà,
J'aime bien quand ça se passe bien. Ce que je dis aux patients, j'aime bien ne pas vous revoir en fait. Je vous aime bien, mais j'aime bien quand j'entends pas parler de vous. Donc voilà, la plaque est positionnée et puis derrière, on a fait des petites corticotomies des ancrages pour corriger l'ingression molaire. Et puis ensuite, voilà, on a pu réhabiliter. La dent n'est pas encore assez haute ici, donc on attend pour pouvoir reposer le patient. Et finalement, ce patient qui avait une mandibule n'importe comment, on retrouve quelque chose d'assez standard. Un autre cas, les dents de sagesse qui se font des bisous avec un kyste. Donc là, pareil, bon, vous avez compris le système. Je vais peut-être accélérer parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, on va visualiser le kyste, la dent de sagesse. Et lui, il vit un peu loin. Il n'est pas là très longtemps. Donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de suite. Donc, pareil, on visualise le nerf, les dents. Et pareil, on va simuler un guide avec une plaque sur mesure. C'est le patient qui rentre le matin à 8h. À 9h, la chirurgie... 9h, 9h30 est terminée, et à midi, il sort de la clinique. Ça reste une intervention normalement minimalement invasive. Donc voilà, vous avez vu, et encore une fois, on va vérifier que la plaque ne rentre pas dans les nerfs, dans les racines et tout ça. Allez, c'est parti. Donc on a un guide de préforage et un guide de coupe. C'est assez joli comme ça, on les reçoit, ils sont stérilisés, ils sont marqués, et puis, j'aime bien, ils ont marqué Sammic. Bon. On va positionner, on voit bien, on ne va pas commencer la chirurgie avant de positionner notre guide, parce que sinon on va perdre nos repères. Il faut que ça matche, il faut que ça frite dessus. Ensuite, voilà, vous avez le kyste, plus la dent de sagesse, le guide de préforage et le transjugal. Bon, on va passer parce que c'est rapide. Vous voyez, c'est 3 petits trous de l'autre côté, et puis ensuite je pose ma plaque, je la visse, et puis je vais commencer à aborder mon kyste, et puis ensuite je vais couper mes dents, parce que je ne veux pas non plus qu'elle casse cette mandibule. Donc on va séparer la couronne et puis on va se retrouver avec une petite coquille d'œuf comme ça, qui est toute mince, avec un nerf qui court le long de cette coquille d'œuf. Rendu cicatriciel, franchement, à 1 semaine, c'est pas si dingue que ça. Et voilà. Je vous rappelle, encore une fois, les zones de faiblesse de la mandibule, c'est ici. Les sinus lifts. Alors maintenant, ça fait un peu catalogue, mais voilà, on a passé une partie chirurgie orale, on va passer à la chirurgie préimplantaire. Donc la chirurgie préimplantaire dans les sinus lifts, pourquoi pas les faire en guidé? Finalement, on n'a pas besoin forcément de faire des guides très compliqués. Un guide radiologique peut être un excellent guide pour pouvoir faire de la chirurgie. L'intérêt, c'est de réaliser la fenêtre sinusienne au bon endroit. Combien de fois vous avez fait des sinus lifts pour 24, 25, 26 et vous avez bien comblé en 25, 26, 27, il n'y a personne et 24, il n'y a personne. Et le correspondant est fait. Et moi qui joue qu'avec un réseau de correspondants, finalement, je ne suis jugé que sur le résultat. Je veux de l'os bien blanc de 24 à 27. Je t'ai envoyé mon patient. Moi, je voulais poser 3 ou 4 implants. Et tu reprends le patient. Donc, voilà comment ça peut être intéressant, ces petits guides. Éviter également un comblement qui va être insuffisant et éviter un obstacle anatomique, par exemple une artère ou un septum. Voilà un cas personnel, parce que j'avais fait un très beau sinus lift très, très insuffisant. C'était un cas de 2016. J'ai très bien non, j'ai même pas bien comblé en 6, et puis en 7 et en 5, il n'y a personne. Comblement insuffisant, il faut reprendre. Et le patient dit, j'ai eu ma greffe, ça fait 6 mois que j'attends, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas des scanners de contrôle. Il dit, faut reprendre. Bon. Alors voilà, un truc tout simple. Vous faites un CBCT avec un guide radiologique qui est le maître modèle de la prothèse amovible, où vous trouvez la prothèse amovible et vous mettez des cônes de Gutta ou des billes radio-opaques. Et puis là, ça permet tout de suite de voir le truc. Il y a une dent de sagesse. Et puis, je n'ai pas besoin de faire un énorme sinus lift finalement, parce que ici, j'ai de l'os. Donc ma fenêtre, elle va plutôt être en 25-26. Et donc, je vais mettre ma prothèse pendant l'intervention. Et ce sera un très bon guide pour pouvoir faire la fenêtre au bon endroit. Ça va être une aide à la décision de la greffe. Au volume de greffe que je vais pouvoir prendre, je voulais acheter 2 grammes de xénogreffe. 1 gramme, ça suffira largement pour cette greffe. Ici, ça peut être intéressant également pour repérer un obstacle anatomique, une lésion par exemple de l'artère alvéolo-ventrale, ça va rallonger le geste, ça va être un risque d'hémosinus, d'échymose, donc ça peut être intéressant de bien repérer. Donc avec notre CBCT et notre guide, on va pouvoir peut-être designer notre fenêtre ou la mettre plus en antérieur, plus en postérieur, et voir la hauteur également de fenêtre qu'on doit positionner. Donc c'est les risques de toute intervention. Cette diapo n'est pas très intéressante, mais dans le sens que si on la touche, ça saigne. Oui, ça fait toutes les conséquences d'un saignement, une épistaxie, un saignement. Enfin voilà. Donc voilà, un petit cas assez commun. On fait le guide radiologique. Ok. Donc là, on peut passer en Summers, mais de l'autre côté, ça va être un petit peu compliqué. Donc on part finalement pour faire un sinus lift.
et on visualise bien notre artère. On va faire notre guide, et puis ce guide, on va le trouver pour pouvoir avoir un guide chirurgical, transformer notre guide radiologique en guide chirurgical, et on va passer ici. L'intérêt, c'est que voilà, on va pouvoir bien repérer en fonction de nos zones qu'on veut greffer cette artère, et puis ça va influencer également sur le design de notre fenêtre, puisqu'on va aller de 24 à 27. Et bien là, on va pareil repérer les erreurs du passé. On va bien regarder notre os, et puis on va pouvoir bien visualiser notre artère. Et puis, lors du volet, donc là, je ne l'ai pas remise pour la photo, mais eh bien, on va bien tailler en regard. On sait qu'on a notre artère, du coup, grâce à notre guide radiologique qui passe de 24, 25, 26 et pas en 27. Donc, je sais qu'elle passe ici. Ici, je vais être vraiment sur un os, je ne sais pas si on peut dire une épaisseur partielle. Et puis, je vais laisser pédiculer ma fenêtre pour justement ne pas léser cette artère. Je vais revérifier bien tout avec mon guide. Et vous voyez que mon artère, elle est bien jusqu'à la 6 et pas à la 7. Et puis là, je vais pouvoir faire mon comblement. Il y avait quand même un os résiduel, donc je vais pouvoir poser mes implants. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va faire notre comblement. Et ça. Donc, un petit guide va pouvoir nous éviter un obstacle anatomique et rendre une chirurgie plus simple. Article du mois dernier dans le Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, la gestion d'un septum intrasinusien. Donc là, ils veulent aller couper le septum. Ça peut être aussi un guide intéressant. Là aussi, excusez-moi pour la qualité des photos, puisque c'est des reprises d'articles. Voilà, donc ils vont designer un guide. Imaginez en fait qu'il y a un septum ici. Eh bien, ils vont positionner la fenêtre pour faire la fenêtre comme tout à l'heure pour la résection apicale. On va déposer. Ils vont commencer à le soulever. Et dès qu'ils vont voir le septum, ils vont mettre un petit clip sur le septum qui vient se clipper sur le guide pour pouvoir le couper et continuer le comblement. Sincèrement, assez gadget parce qu'on aurait pu passer sur les côtés. Et puis voilà, donc on a un guide de fenêtre et un guide pour aller attraper le septum. C'est pour en parler. Et puis ils ont fait un joli comblement. Ils sont contents. Donc en résumé, ça aide au diagnostic, ça aide au design de la fenêtre, ça évite à mieux appréhender des obstacles anatomiques, ça diminue la morbidité, ça rallonge quand même un petit peu, ça peut rallonger quand même un petit peu la durée opératoire, même si j'ai marqué ici ça ne rallonge pas. Quand même, il faut mettre le guide, enlever le guide, vérifier. Donc ça nous rallonge, mais en fait ça la rallonge pas tellement puisque ça évite une complication qui nous aurait rallongé le geste opératoire et ça permet de bien positionner le matériel. Maintenant, en chirurgie préimplantaire dure, donc pas les comblements, mais plutôt les prélèvements, ce qui est assez intéressant, aujourd'hui on a un engouement pour la régénération osseuse, parce qu'on dit que c'est bien, c'est rapide, c'est efficace. On en reparlera quand même aujourd'hui, le gold standard, ça reste quand même l'os autologue, et les techniques aujourd'hui de Coury sont quand même très très fiables et très prédictibles. On en a parlé tout à l'heure encore avec Benjamin. Donc voilà. Si vous voulez un peu d'autopromotion, j'ai coordonné ce numéro du fil dentaire qui parle un peu des innovations en chirurgie. Et il y a un article qui traite du cas clinique qu'on va présenter, de comment on peut avoir des guides de coupe. Tariq, qui à l'époque était un de mes étudiants, il n'avait jamais fait de prélèvement ramique. Donc je lui ai dit, écoute, tu vas faire ton premier prélèvement ramique. Là, il a fait... il a tremblé des jambes, ça veut dire. Je lui ai dit, on va faire un guide de coupe pour ça. Le prélèvement ramique, quand même, et la position, c'est une des chirurgies préimplantaires les plus fréquentes, qu'on fait le plus souvent, et c'est celle qui donne les meilleurs résultats. La technique, elle est assez classique. Soit on prend par un instrument rotatif, on va poinçonner, puis on va cliver l'os. C'est rapide et efficace, mais ce n'est pas très économe. Soit on prend le piezo qui va faire une découpe un peu plus fine. Et vous voyez, ce n'est pas des photos où il y a une tonne de sang. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire des chirurgies très douces avec des suites post-opératoires très simples. Le risque, si on ne fait pas en chirurgie guidée et qu'on n'a pas d'expérience, c'est un mauvais clivage du greffon. On n'a pas réussi à avoir un greffon non plus qui est assez long. On a cassé le greffon au mauvais endroit. On avait besoin d'1,5 cm. Mais finalement, on a 8 mm. On le regarde, on fait bon, je vais passer en ROG. Et puis, les lésions anatomiques, les lésions tout simplement du nerf qui passe par là. Alors voilà un petit cas clinique. Donc le classique, on va ouvrir et puis on va aller fraiser et puis on va aller découper. Sincèrement, même si on a bien vu le cone beam, on découpe un peu à l'aveugle. Alors, c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait, on passe la corticale. Et une fois qu'on a passé la corticale, on sait qu'on est en spongieux, on ne doit pas y aller, il n'y a rien à couper. Mais quand on n'a pas l'habitude, on peut aller s'enfoncer et puis aller embrocher le nerf. Donc voilà, on va aller prendre le greffon. Alors, c'est des vidéos que je faisais avec mes étudiants et je lui dis, mais vas-y. Et on entend, vas-y. Elle fait, j'y vais, je dis, vas-y. Donc là, elle mettait un peu de temps à cliver, mais elle va y arriver. Très sympa. Allez. Je suis un garçon très patient. J'ai beaucoup de points de vie comme ça. Genre. Vas-y, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Bon.
c'est élongué, on sent que... à imaginer sur une dent de sagesse. Mais il faut savoir, on passe tous par là, il faut se former. J'ai été longtemps très mauvais, mais je suis très entraîné, donc maintenant ça va un peu mieux. Voilà, et après on va faire notre greffe, bon, peu importe. On a un bon résultat, on est content, on va pouvoir poser les implants, c'est pas le souci, peu importe. Voilà, on a un bon contour, mais ça n'importe pas. Donc l'idée, c'est de passer maintenant avec des guides de prélèvement. Le guide, voilà un patient à qui on va enlever une dent parce qu'elle a une lésion inflammatoire. Il veut absolument garder cette esthétique d'une dent plus longue que l'autre. Bon, ça, les goûts, les couleurs, ça Et on a une perte osseuse qui est importante par la suite. Et à partir du DICOM, on va aller demander à notre laboratoire, ça peut être le prothésiste, ça peut être nous, de nous designer un guide de prélèvement à appui occlusal. Donc là, c'était Dov Shawat de GCRAM qui nous avait fabriqué ce guide. C'est Luca de Stavola en Italie qui a énormément écrit sur ça. Et l'idée, c'est d'avoir un guide donc, qui va se positionner et qui va pouvoir servir de patron de découpe pour le piezotome. Donc l'idée, c'est d'avoir une chirurgie la plus douce possible, mais vous avez vu quand même, doux ne veut pas dire forcément moins de suite. Doux pour le prélèvement, mais il faut quand même décoller pour aller positionner ça. D'accord ? Et je pense que c'était un de nos premiers qui était un petit peu trop ambitieux parce qu'on voulait greffer une et puis on lui a pris beaucoup d'os. Donc voilà, on va décoller, on voit bien la perte de substance avec une image en cupule. Et puis là, on va ouvrir, comme une dent de sagesse un peu plus prolongée, on va venir clipper ce guide et puis on va vérifier qu'il matche bien avec l'os. Et puis une fois qu'on est en place, eh bien, voilà, on voit bien que le guide s'appuie bien, qu'on est sous anesthésie locale là. Ici, on voit... On va pouvoir découper ici et ici, et on voit surtout qu'il est bien adapté. Ça, c'est important, il faut quand même contrôler cette histoire, que le guide est bien à la bonne position. Donc on va prendre notre piezo, et la découpe, finalement, on n'a plus qu'à suivre le patron, un petit peu comme les enfants, quand vous leur faites des trucs, ils disent, voilà, tu suis avec le ciseau, donc ça dépend si vous étiez bon en découpage ou pas, mais ça permet vraiment de longer un petit peu ce ramus. Ok, et vous voyez que c'est assez entre guillemets doux, hein, c'est doux, il n'y a pas de douleur. Une fois que l'anesthésie est faite, ça c'est intéressant aussi l'anesthésie. Hein, n'oubliez pas que cet angle-là n'est pas sous la dépendance du nerf alvéolaire inférieur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup infiltrer ici pour que les patients n'aient pas de douleur. Et puis ensuite, on va pouvoir prendre notre greffon et on voit que le greffon, il s'adapte plutôt pas mal par rapport au site de prélèvement. Ensuite, on va faire notre greffe osseuse assez classique. Bon, voilà, ça n'a plus d'intérêt. On a un bon résultat, super. On va poser après l'implant, donc on peut faire toute la chaîne guidée. Enlever les vis, poser l'implant, enfin, voilà, ça n'a pas de... Voilà, ça, il y avait une vidéo, ça n'a pas grand intérêt, et puis le résultat implantoprothétique, bon. Franchement, ce n'était pas la plus belle couronne de France non plus, et on était content que la lèvre tombe bas. L'avantage, donc, c'est une diminution quand même des lésions anatomiques. C'est un prélèvement d'os a priori adapté à la quantité dont on a besoin, pardon, et à une prédictibilité du geste. Bien sûr, ça diminue tant soit peu le stress, surtout qu'on a moins l'habitude. Cependant, je vous conseille quand même d'aller voir Benjamin ou des chirurgiens qui ont l'habitude de ce genre de prélèvement parce que c'est quand même une aventure lors des premières fois. Maintenant, quand on a l'habitude, ça va très très vite, mais surtout quand c'est les premiers, si vous voulez vous lancer dans ça, surtout si vous n'êtes pas satisfait des résultats des régénérations osseuses, voilà, ça peut être intéressant. L'inconvénient, c'est quand même l'encombrement du guide. Ça nécessite quand même des décollements un peu plus importants. Donc, il ne faut pas dire au patient que c'est une chirurgie minimalement invasive. Lui, quand il est maximalement invasif, lui, il dit « j'ai pas vu le minimalement là ». Donc, il faut lui dire que c'est plutôt pour éviter des obstacles anatomiques, pour avoir quelque chose de prédictible. Et bien sûr, savoir reprendre en cas d'échec. Le guide casse, il n'est pas bien adapté. Et le coût n'est pas très important au vu du coût d'une chirurgie préimplantaire, d'un implant et d'une prothèse sur implant. Enfin, tout le monde dit « Ah ouais, mais quand même, ça coûte 120 €. » Les éducations aussi du patient. Voilà un patient qui m'avait été adressé. J'aime beaucoup Jason. Il avait pris un gros tesson il travaille sur des chapes qu'il doit fermer. Il leur a dit c'est fermé et c'était pas fermé. Donc du coup, il a pris la chape en plein truc et il a une grosse perte osseuse. Et il fallait que je fasse comprendre à Jason que je devais faire 2 chirurgies, dont une distraction alvéolaire. La distraction, c'est la même que celle du palais, mais à visée préimplantaire. Je vais passer les détails. Et donc, je lui montre. Et je lui dis, tu vois, Jason, là, tu es au -2, je vais te ramener au 0, il faut que tu prennes l'ascenseur. Il me fait, ah ouais, l'ascenseur. Je dis, ouais, il faut que tu prennes l'ascenseur, tu vois. Alors, on va couper, on va descendre. Il me dit, mais d'un coup, je dis, non, c'est toi qui vas tourner, donc il faut vraiment que tu comprennes que si tu ne tournes pas, ça ne sert à rien.
Donc, il a bien compris. Donc, grâce à ça, on a pu conformer son distracteur pour arriver le jour de la chirurgie, poser, forer, suivre le guide et remettre le distracteur. Donc, finalement, une chirurgie incroyable. Hein, je ne dis pas que c'est simple et c'est facile. Voilà, on a préforé à travers Voilà, on va positionner le distracteur, on va préforer partout, ensuite on va couper au milieu, ce qui nous donne ça, et ensuite on s'en va. Et lui, il va devoir activer. Ce qui est incroyable avec ces techniques, c'est qu'en 11 jours, alors là c'était 15 jours puisqu'on avait besoin de 15 mm de haut, en 15 jours il a gagné 15 mm d'os, et en 3 mois c'est ossifié. J'avais besoin après de refaire du volume, donc je l'ai greffé classique, ça peu importe. Après, on est parti sur la chirurgie guidée, on lui a tout fait, de l'orthodontie, enfin voilà, c'était très bien. Je vais passer, ça n'a pas d'intérêt, on a vu tout ça, c'était super. La greffe de gencive, et puis après, la passe décisive à Ruben Abou et Adrien Felouz, qui nous ont fait une magnifique prothèse, le avant, le après. En orthodontie, également, on peut utiliser les guides. Je pense que vous êtes habitués à tout ce qui est mini-vis et ancrage. Et ça permet de corriger des mouvements, notamment dans les mouvements d'ingression. C'est vraiment très très bien. Ça fait très longtemps que ça a été publié. La définition d'une mini-vis, c'est un ancrage temporaire. C'est un principe d'ostéoconduction. C'est une cicatrisation qui est osseuse mais qui est immature. Et on cherche la stabilité primaire pour pouvoir mettre un élastique qui va faire monter une dent. Le problème, c'est le risque de lésion radiculaire parce que ces vis, elles sont auto-forantes et auto-taraudantes. Or, ça, quand ça rentre dans une dent, ça rentre vraiment dans la dent. Et après, on perd la dent. Et après, on dit à l'orthodontiste, alors, je t'ai fait de la place. Hein. Je t'ai fait une super place. Tu peux faire de l'expansion de folie. Certains auteurs ont réfléchi, et pourquoi pas, tout simplement, à aider la mise en place des mini-vis par des petits artifices. Ça peut être tout simplement sur l'arc positionner un guide avec un petit œillet rétroalvéolaire. On met un petit point au feutre, et puis on va pouvoir poser notre mini-vis pile poil au bon endroit. Donc, c'est petit gadget qui évite de maximum d'embêtement. Certains également ont rapporté pour l'orthodontie des guides de corticotomie. J'évite là, parce que si vous avez coupé toutes les racines parce que le guide n'était pas mis en place, ça existe. Hernandez Alfaro à Barcelone a beaucoup écrit sur ça. Je ne fais pas. Surtout que ça va contre l'intérêt des corticotomies qui est de faire un enjeu inflammatoire. Si on pousse un peu dans l'orthodontie, on va dans l'orthognatique. Voilà, des patients qui ont des égressions sévères, et on voit que ce jeune confrère il dit « Bonjour, pas de hauteur ». Dents surtout prémolaires petites, que faire? Il fallait peut-être pas faire la prothèse à ce moment-là. L'idée de pouvoir remonter par une ostéotomie du bloc alvéolaire est très intéressante, et je vais vous l'illustrer. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment, avec des moyens modernes, on peut faire une chirurgie qui a été abandonnée il y a 50 ans. Donc voilà un patient qui a une égression sévère. L'idée, c'est de simuler avec un wax-up virtuel l'ingression qu'on voudrait avoir sur le plan orthodontique, et on va s'aider d'une petite gouttière et d'une plaque palatine. La plaque palatine fera la contention et la gouttière, ce sera une cale en fait, qu'on va mettre au bloc opératoire qui est sur mesure, qui remet à la bonne DV avec la bonne courbe de spé la molaire. Donc tant que le patient n'est pas en occlusion, tant que la cale fait comme ça, c'est qu'on n'a pas assez réséqué l'os. Vous avez compris le principe, donc l'idée c'est de se retrouver comme ça. Donc je vais mettre ça dans la bouche du patient et puis moi je vais aller faire l'ostéotomie pour remonter les dents. Donc voilà, le patient, quand on met la gouttière, ça ne va pas du tout. On va enlever la dent de sagesse, qui était incluse. Ça nous fait déjà une ostéotomie. Et puis, on va découper l'os. On va réséquer du volume dont on a calculé sur notre scanner. Et tout va se jouer sur cette gouttière. C'est cette gouttière qui permettra l'occlusion d'intercuspidie maximale pour repositionner notre fragment au bon endroit. Une fois que c'est bon, on enlève la gouttière. On met juste notre plaque palatine. C'est pour ça que vous voyez des petits fils d'acier. Et l'espace prothétique est retrouvé. Derrière, on a pu du coup poser les implants immédiatement. Et derrière, on a pu faire une réhabilitation implantoprothétique. Donc, c'était un patient qui n'était pas possible à réhabiliter. On ne lui a pas enlevé des dents. On a été assez vegan, là, pour le coup. Et voilà. Mais c'est des cas que je vois souvent et qu'on fait très souvent. Voilà un patient ici, pareil. Eh bien, on va faire la même chose. Alors, vous vous dites, c'est pour une dent et tout ça. Mais n'oubliez pas que si j'enlève la dent et que je gratte l'os, après, je suis dans le sinus. Donc, je vais enlever une dent. J'ai gratté de l'os, j'attends qu'il cicatrise, je lui refais un sinus lift, je mets mon implant que dans du lift, parce que j'ai enlevé l'os. Donc, et le patient, lui, il préfère ça. Hein. Il vient pour un implant, il repart avec une dent en moins, il est bof. Donc là, ici, on a à la fois couplé l'ostéotomie et une petite greffe.
On a fait une suspension de la membrane sinusienne pour pouvoir greffer également, parce qu'il manquait un petit peu de l'os sur la 6. En gros, on a fait un point de suture de la membrane sinusienne qu'on a fait passer au-dessus. Là, je sais que je vous ai peut-être perdu, mais tout va bien. C'est juste des... Voilà, c'était dans la diapo. On a greffé, on a fermé. Et voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est que cette gouttière qu'on a fabriquée, qui est le guide de repositionnement, va permettre de bien gérer la hauteur pour que derrière, on puisse poser la plaque et que mon confrère puisse poser ses implants dans de bonnes conditions. OK ? Voilà la plaque palatine de contention. Et on voit bien. Et de l'autre côté, on a fait des petites mini-vis parce qu'on avait besoin de faire des gestes. En chirurgie pré-prothétique, voilà, on en parlait tout à l'heure des classes 3. Pour parler très simplement, une patiente qui a un décalage des bases osseuses, j'en ai pour quelques diapos. Voilà. Là, si je lui pose des implants comme ça ne va pas le faire. On aura un porte-à-faux qui est très important. Et aujourd'hui, on a des guides de coupe et des guides de repositionnement qui vont permettre de à la fois guider la découpe de l'ostéotomie et de la repositionner numériquement. Et ça, c'est quand même incroyable pour nos patients d'avoir une chirurgie qui permettra à la fois de corriger l'esthétique, le volume prothétique et l'esthétique. Donc on a un guide de coupe qu'on va positionner et une plaque sur mesure. On n'a plus qu'à suivre le plan. Le guide de coupe, comme tout à l'heure pour la mandibule, pour la dent de sagesse, maintenant que vous êtes entraîné à ça, on va le positionner, on va le fixer, et puis ensuite on va couper ici, on va suivre la découpe, préforer. On enlève notre guide, la mâchoire est coupée. Bon, ça je vous passe les détails. On abaisse notre maxillaire et on va greffer partout, en endosinusien et devant, et la plaque va repositionner le maxillaire. Passe les étapes, ça cicatrise, on pose des implants. Esthétiquement, la patiente, c'est plus du tout la même. Quand même, à 50 ans, elle est repartie, c'est un rajeunissement, et Joseph qui nous a fait la prothèse. Elle est en béance antérieure du fait de sa proalvéolie, et c'est ce qu'elle voulait pas des dents courtes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement sur ces patients qui ont déjà, voilà, là, on va franchir ensemble le Rubicon de la modernité, de ce qui peut arriver. Une patiente qui a eu des greffes par un très bon greffeur, elle a tout perdu. Après, elle a eu des implants par un excellent implantologue qui est parti en retraite, des greffes de gencives, elle a tout perdu. Cette dame, elle a commencé son parcours en 2013, 2014, 2016, 2018, commence à en perdre quelques-uns, puis 2022. Elle a 56 ans, je vous montre sa mandibule, il n'y a personne. Elle a déjà eu prélèvement crânien en plus, donc, et le ramus, là je ne me sens pas en confiance, et les ROG, je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas que ça va réussir. L'idée, c'est, elle avait une prothèse en bonne occlusion, on a scanné sa prothèse, et on l'a envoyé à un laboratoire qui s'appelle CATSkill pour nous fabriquer une espèce d'exosquelette d'un implant sous périosté, mais sur mesure, qui va être ostéosynthésé. Le principe est complètement dingue dans le sens que, et l'idée n'est pas de faire de l'expérience chez ces patients, je n'avais pas d'autre solution. L'idée, c'est de positionner nos vis en fonction des obstacles anatomiques, et ensuite, le laboratoire va me proposer un design d'implant, d'exosquelette qui va venir se clipper. Et cet exosquelette, je ne pourrai le positionner que par le rétablissement de l'occlusion d'intercuspidie maximale. C'est-à-dire qu'on va me livrer une prothèse qui est la même prothèse que ce qu'elle avait en bouche. Je vais visser mon implant sous périosté, je vais ouvrir le site, je vais positionner mon implant, mon exosquelette, donc ça fait quand même une voie d'abord importante, sur la mandibule, je vais mettre en occlusion et je vais visser. Donc voilà, il nous dit, là tu mets une vis de 9, de 9, de 9, de 9 et une de 7 ici, parce que probablement qu'il y a le nerf qui se balade pas loin. Alors on va au bloc. Voilà ce que je reçois. Je reçois un bridge complet, compatible Straumann ou Nobel ou CATSkill, c'est vous qui choisissez la connectique, qui va être connecté sur des piliers coniques, des piliers multi-unites. Et avant le bloc, je vais le monter, tout simplement, je vais le visser. Voilà ce que j'ai à faire. Rendez-vous compte, un Holland-Ford, il faut fraiser, il faut filer, ensuite il faut mettre le guide à étage, ensuite il faut balancer la résine, ensuite il faut couper. La greffe, il faut faire la greffe, il faut qu'elle cicatrise, qu'elle ne s'infecte pas, ensuite il faut enlever les vis, ensuite il faut mettre des implants, il faut attendre 8 mois, pas de porte de prothèse. Ensuite... Elle m'a dit, moi stop. Donc on part sur ça. Voilà ce que j'ai visuellement. Et donc, on va ouvrir la mandibule, on va enlever le vestige du dernier implant bras de marque. Notre nerf est ici, l'autre est ici. Je vais positionner mon sous-périosté, je vais la mettre en occlusion.
Et là, je vais visser. Ensuite, je vais enlever la prothèse, fermer, revisser la prothèse, et l'histoire est terminée. Voilà la prothèse, voilà l'occlusion qu'on a, voilà les vis d'ostéosynthèse, on respecte bien. Voilà l'occlusion que j'ai en paire opératoire. Sur les côtés. Petite béance postérieure, je l'avais sur la prothèse initiale, qui va être retouchée après avec un rajout de résine. Bon. Je vérifie que mon supériorité est bien adapté partout. Je vais refermer. Voilà en bouche ce que mon correspondant recevra. Et la patiente, je suis nul en prothèse, entre guillemets. Je vais retorquer sa prothèse et elle ressort du bloc opératoire qui a duré 45 minutes avec des dents et une réhabilitation fixe. Ça durera combien de temps? Je ne sais pas, je lui ai dit 10 ans, 15 ans. C'est déjà pas mal, je suis déjà content. Je dévisserai, j'enlèverai. Par rapport aux anciens supériorités qui n'étaient pas stabilisés et qui bougeaient, je trouve que c'est plus sécure. Voilà le résultat. Et puis ensuite, quand on fait notre scanner de contrôle, bon, le nerf, là, j'avoue ne pas l'avoir bien positionné, il est plutôt là. Et là, il est bien positionné, ça y est. Vous voyez, j'ai un parfait matching entre mon os et mon implant supériorité. Et ce guide, finalement, qui me sert de prothèse, c'est à la fois un guide de forage, un guide implantaire, un guide pré-implantaire, un guide de prothèse. Et tout est guidé par la prothèse, m'a permis de réhabiliter une patiente qui était intouchable. Le take-home message, et je finirai avec ça, les guides, donc ça permet de mieux appréhender des cas difficiles. Ça se substitue en rien à votre savoir. Ce n'est pas à 10 bouts, il va falloir quand même travailler. Ça peut être des fois même plus embêtant quand on débute. Ça s'inscrit dans une chaîne numérique, mais finalement, vous voyez qu'avec un cone beam, je n'ai pas d'empreinte numérique au cabinet. Un cone beam, des petites billes radio opaques, on arrive à faire les choses intéressantes. Je vous remercie pour votre attention.